plan voir à Casablanca. Et de là, il fait sortir un ouvrage qui restera dans la mémoire collective. Mesdames et messieurs, je voudrais, avec votre permission, que nous puissions ovationner l'un des coordonnateurs de cette cérémonie, Steve Picot, s'il vous plaît. Peuple d'Afrique, je tenais à vous saluer. Ivoiriens, je tenais à vous saluer. Congolais, je vous salue. La pluie m'a tapé, la pluie a mouillé mon discours, je n'ai plus de discours. Il va donc me falloir improviser. Mais je tenais à vous remercier. Avant de vous remercier, je tenais à saluer la préfecture de police de Paris qui a tout mis en œuvre pour boycotter cette manifestation. Applaudissez pour la préfecture de police de Paris. Parce que nous avons montré à travers notre présence à la place des pyramides ce jour-là qu'on ne peut pas intimider l'Afrique. Le temps de l'intimidation est passé. Le temps où on nous faisait peur est passé. Le temps où on nous disait couche-toi et on se couchait, c'est fini. Je dis toujours à mes amis que la génération qui monte, elle n'a pas eu d'enseignant blanc. Elle n'a pas connu la colonisation. Elle n'a pas connu l'esclavage. Et cette génération qui monte là, elle est cultivée, elle est partie à l'école. Et quand on nous donne une autorisation pour manifester place des pyramides et qu'on arrive place des pyramides, la police nous dit qu'un arrêté préfectoral a été pris ce matin qui interdit de manifester place des pyramides. Nous leur demandons, la préfecture travaille donc samedi en France. Applaudissez pour le préfet qui travaille le samedi. Mais ce n'est pas important, c'est un détail. C'est un détail de la lutte. Nous sommes réunis aujourd'hui pour dire que nous ne voulons plus qu'en Afrique nos constitutions soient banalisées. Je tenais à remercier tous les aînés qui ont fait le déplacement. Le président Stéphane Kipré, l'ambassadeur Koudou Kessié, tous les camarades du Cameroun, de Guinée, qui se sont déplacés de 20 pays. Ce soir, vous allez écouter au moins 20 pays d'Afrique qui sont présents avec nous les Ivoiriens. Ils ont voulu transformer le 11 avril en un jour de tristesse, mais les Ivoiriens ont triomphé de la tristesse. Parce que le 11 avril, leur objectif, c'était de soumettre le peuple de Côte d'Ivoire. C'était de nous amener à regretter d'avoir résisté. C'était de nous amener à nous cacher, à nous faire peur. Mais depuis 4 ans, nous leur disons que nous n'avons pas peur. Parce que Laurent Gbagbo, en restant sous les bombes, leur a dit « La mort vaut mieux que le déshonneur. » La mort vaut mieux que le déshonneur. Et nous sommes là ce jour-là pour dire que la mort vaut mieux que le déshonneur. On peut emprisonner un combattant, on ne peut pas emprisonner un combat. On peut tuer un lutteur, on ne peut pas tuer la lutte. Il y a autant de Laurent Gbagbo, autant de Lumumba, autant de Sankara qu'il y a des personnes dans cette rue-là. Et je tenais à vous saluer. Je vous remercie. Je ne suis pas celui qui doit prendre la parole aujourd'hui. On se retrouvera dans les rues de Paris, on aura l'occasion de parler, mais permettez que nous écoutions l'Afrique. Parce que c'est l'Afrique qui va s'exprimer ce soir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous allez nous accompagner pour bouter dehors Monsieur Sassou Nguesso. Maman Sékou est là. Alors, nous sommes ici pour défendre nos constitutions. Nous souhaitons que le respect de toutes les constitutions soit fait de la même manière que sont respectées les constitutions occidentales. Là-bas, je vois Blandine. Est-ce que la RDC est là? Est-ce que le Congo-Kinshasa est là? Merci, maman Blandine. Alors, nous nous battons pour faire respecter nos constitutions. Il y a des présidents qui se font tailler des constitutions par mesure. Ils ont dormi sur des lits pendant des années et au bout des années, vers la fin de leur mandat, ils nous disent que les constitutions ne sont pas bonnes. Ils ont dormi sur les lits pendant 9 ans et la 10e année, ils disent que non, mon lit n'est plus bon. Alors nous souhaitons désormais que ces constitutions qui sont des lois fondamentales pour chaque pays doivent être respectées. C'est le cas de notre pays, le Congo-Brazzaville.
où M. Sassou Nguesso, qui est là depuis une trentaine d'années, alors qu'il est pratiquement à la fin de son mandat, il pense qu'il faille changer de constitution. Et je vais vous dire, il n'y a aucune disposition dans la constitution congolaise qui permette le changement de constitution. Il n'y a aucune. Donc, ça sera un coup d'État constitutionnel. Petit pas. Ensuite, suivent des sauts quantitatifs. Et je pense qu'en ce moment, il y a un saut qualitatif qui est imminent. C'est en nous rassemblant tous, panafricanistes de tous les pays d'Afrique, que nous allons bouter le système néocolonial hors de notre continent. Parce que dans les années 90, avec la vague de démocratie, l'Occident nous a imposé des petits sous-préfets pour gouverner nos pays. Du Burkina, Kagame veut faire la même chose. Apparemment, Boni Yahi nous dit qu'il ne le fera pas. Mais méfiance, méfiance, méfiance les amis. Vous savez, au Cameroun, Ernest Wandi, qui était un nationaliste camerounais assassiné, a dit « Le sang des patriotes est une semence de patriotisme. » Et nous sommes prêts à verser des fleuves de sang pour notre continent, l'Afrique. Il est hors de question que nous ayons une plantation et qu'on ne récolte que 10% de notre plantation, 90% pour les autres. Il est hors de question. L'Afrique a ses murs pour se gouverner seule. Seule. Nous voulons bien un partenariat, mais ça doit être un partenariat gagnant-gagnant. Les Sénégalais, mais j'ai des enfants, des fils et des filles d'Afrique. Des fils et des filles d'Afrique qui ont décidé de laisser leurs appartements, leurs pavillons, leurs maisons pour braver la pluie, pour braver les autorités, pour braver la police et dire non, car le temps de la soumission est derrière nous. Il n'est pas maintenant, il n'est pas devant, il est derrière nous. Mais si je vous remercie, j'ai quand même une toute petite pointe de regret. Pourquoi? Nos frères ivoiriens nous ont invités ici, parlant de la Côte d'Ivoire, parce que ça existe. On ne va pas nier le fait. Ils nous ont invités, les problèmes de la Côte d'Ivoire, nous les connaissons. Ces problèmes ne sont pas réglés, mais moi j'ai l'impression, quand je vous vois, je suis content, mais je suis en même temps triste, parce que les Africains, beaucoup sont restés chez eux. Comme si les problèmes de la Côte d'Ivoire ne les concernaient pas, comme si les problèmes de la Côte d'Ivoire étaient réglés. Les problèmes ivoiriens ne sont pas réglés. Il y a un homme aujourd'hui qui est en prison avec un compagnon de lutte. Il y a des Ivoiriens qui se font tuer tous les jours en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui sont en prison, qui se font emprisonner tous les jours. Il y a une violation systématique des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nous célébrons ce triste anniversaire, 11 avril. Les gens ne viennent qu'en très petit nombre. Les Africains de Paris sont beaucoup plus nombreux. Pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi ils ne viennent pas? Nous devons dire à nos frères et à nos sœurs pourquoi nous nous sommes réunis ici. Nous sommes ici pour notre souveraineté. Au-delà de tous les clivages, au-delà de toutes nos divergences religieuses et autres, il est question de notre souveraineté. Et la souveraineté, ça ne se négocie pas. Lorsqu'on va voir un médecin, il pose un diagnostic, on a le choix. Ou on se soigne, ou on ne se soigne pas. Mais si nous décidons de rester chez nous, nous n'allons pas soigner ce grand malade qu'est l'Afrique. Nous avons de grands problèmes en Afrique. Et lorsque nous invitons nos frères et nos sœurs, ils doivent être présents. Qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve. Parce que les problèmes de l'Afrique sont beaucoup plus grands que tous nos problèmes du quotidien. Soyons capables de convaincre nos frères et nos sœurs. Soyons capables de les convaincre. Soyons comme ces pasteurs qui chaque dimanche prêchent l'amour qu'on leur a enseigné. Soyons comme ces prêtres qui chaque dimanche prêchent la même chose. Nous devons prêcher l'amour de l'Afrique. Pour la première fois, mon amour pour l'Afrique a été mis à l'épreuve. Mon engagement pour le nationalisme africain a été mis à l'épreuve. Mais depuis ces jours-là, je me suis résolument convaincu que dans cette lutte que nous menons pour la liberté de l'Afrique, il y a deux camps. Il y a de ceux qui ont vendu leur âme. Il y a de ceux qui font semblant de lutter.
Il y a de ceux qui continuent à brader les richesses de nos pays. Il y a de ceux qui sont en train de nous trahir. Et de l'autre côté, il y a de ceux qui sont résolument convaincus que cette lutte est le socle fondamental de notre dignité. Et ceux-là sont prêts à perdre tout ce qu'il faut. Ils sont prêts à essuyer toutes les pertes jusqu'au profit, jusqu'à la perte de leur vie pour la libération de l'Afrique. Et voyez-vous que cette lutte que nous menons était celle de la liberté contre l'esclavage lorsque Toussaint Louverture était sur la première ligne. Cette lutte que nous menons était celle de la dignité contre l'irrespect lorsque Patrice Lumumba était sur la première ligne. Cette lutte que nous menons était celle de l'émancipation contre l'exploitation lorsque Barthélemy Boganda était sur la première ligne. Cette lutte que nous menons est devenue celle de l'indépendance contre la colonisation lorsque Kwame Nkrumah était sur la première ligne. Cette lutte que nous menons est devenue celle de la liberté contre l'asservissement lorsque Laurent Gbagbo a repris la chandelle de la liberté. Cette lutte que nous menons était celle de la liberté contre l'asservissement lorsque Laurent Gbagbo a allumé la chandelle de la liberté. Notre génération, ma génération, considère que cette lutte est celle de l'indépendance véritable contre toute forme de domination, contre la domination économique, contre la domination politique. Elle est celle de l'indépendance véritable contre l'exploitation, contre l'oppression, contre la spoliation de nos terres, contre la spoliation de nos richesses, contre les violations perpétuelles de nos constitutions. Car violer une constitution, c'est violer l'âme d'un peuple. Car violer une constitution, c'est violer le socle fondamental et l'essence de notre dignité. Car violer une constitution, c'est violer la mémoire historique d'un peuple. Alors, chers camarades, j'ai une question à vous poser. Alors, quelle est la couleur de la dernière chemise portée par le président Marien Ngouabi au demandé à l'Élysée? Quelle est la dernière couleur de la chemise portée par Patrice Lumumba au demandé à l'Élysée? Quelle est la couleur de la dernière chemise portée par le président Sankara au demandé à l'Élysée? Pour verra, debout, 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 debout. Et c'était tellement patent qu'ils ont été incapables de présenter des faits. On a jugé des gens sans faits, avec des infractions qu'on était incapable de déterminer les éléments constitutifs. Pour que ça vous parle, parce que je ne veux pas m'enfermer dans un jargon juridique, si je vous dis que vous avez tué quelqu'un, si je vous accuse de meurtre, je vais dire vous avez tué monsieur X. Vous l'avez tué à tel endroit. Vous l'avez tué dans telle circonstance, avec telle arme. Mais je ne peux pas vous dire, je vous accuse pour meurtre, mais il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de témoin, mais vous êtes quand même coupable de meurtre. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est ça. En quoi leurs actes constituent un acte de rébellion, on a été incapable de nous répondre. On a accusé des gens d'atteinte à la sûreté de l'État, et quand on leur demande en quoi ils ont posé des actes qui seraient constitutifs d'atteinte à la sûreté de l'État, on a été incapable de nous répondre. Tout ce qui leur était reproché, c'était le respect de la Constitution. Parce que, nous ont dit les avocats de la partie civile, donc les avocats de l'État ivoirien, la communauté internationale est au-dessus de la Constitution ivoirienne. Alors à ça, bien évidemment, la première dame a répondu deux choses. Premièrement, oh honte. Et elle a répondu une deuxième chose. Elle a invité ces personnes à prendre attache, à retourner à l'école, à revoir dans leurs livres de droit, à revisiter leurs cours de droit pour savoir qu'on ne peut bafouer une constitution au nom d'une communauté internationale. Et puis parlons-en un peu de cette communauté internationale. C'est quoi la communauté internationale dans le cas de la Côte d'Ivoire?
Le bureau est où? C'est la France. Bon, je veux bien, mais une communauté internationale qui n'est représentée en réalité que par la France, bon, si vous voulez, avec les États-Unis, bon, tout au plus, comment deux États, comment un État comme la France peut représenter la communauté internationale dans son entier? Et puis, je vais attirer votre attention sur un autre point. On nous a expliqué que la communauté internationale, via la France, est intervenue en Côte d'Ivoire pour instaurer la paix et la démocratie. Bon. Quand vous voyez le fonctionnement des Nations Unies, est-ce que c'est un fonctionnement démocratique? Est-ce que 5 membres permanents du Conseil de sécurité, dont la France, les États-Unis, la Russie et la Chine, et qui décident pour l'ensemble du monde entier, c'est ça la démocratie? Comment une institution qui est incapable d'instaurer la démocratie dans son propre fonctionnement peut-elle instaurer la démocratie ailleurs? Mais sur la démocratie, elle ne s'impose pas par des bombes. C'est le message qu'on veut faire passer. La France, pas les Français, le problème. C'est l'État français qui a été problématique à ce moment-là. On ne peut pas faire du copier-coller. On ne peut pas venir dire, bon, nous, ce qu'on va décider ici, dans nos salons parisiens, on va vous l'imposer chez vous. Une démocratie? On nous parle d'une démocratie où on condamne des gens sans preuve, sans fait. C'est ça la démocratie? On a bombardé la Côte d'Ivoire pour ça? On a bombardé la Côte d'Ivoire pour que tous les jours, on piétine la constitution ivoirienne? Non. On a installé quelqu'un qui faisait les intérêts d'une minorité. Mais c'était certainement pas dans l'intérêt des Ivoiriens. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on limite ça à la situation de la Côte d'Ivoire. Parce que, vous savez, j'ai circulé dans pas mal de pays d'Afrique, et le cas de la Côte d'Ivoire a sensibilisé beaucoup de nos frères africains. Dire qui doit être notre chef d'État? Qui doit gouverner chez nous? On ne règle pas un contentieux électoral en bombardant un pays. Vous avez bombardé, vous avez gagné, certes, une guerre militaire. Et ils ont peut-être gagné cette guerre-là, ou ce combat militaire-là. Mais le combat de la conviction, ils l'ont perdu. Si 5 ans après, on se pose la question de qui a gagné les élections, c'est qu'ils ont perdu. Dernière chose, parce qu'on vous parle souvent du Conseil constitutionnel, de la décision, monsieur Ouattara se présente comme le président de la République en disant bon voilà, mais le Conseil s'est trompé et qui m'a rendu une décision. Regardez bien les 2 décisions du Conseil constitutionnel. Regardez bien les 2 décisions, je vous invite vraiment à le faire. Le Conseil constitutionnel a dit une seule fois, et il n'est jamais revenu là-dessus, que celui qui a gagné les élections présidentielles, c'est Laurent Gbagbo. Le Conseil constitutionnel, dans sa 2e décision, a dit quoi? Et si vous la lisez, il dit bon, comme vous dites que Ouattara est le président de la République, bon, je prends acte et je proclame Ouattara président de la République. Mais pourquoi c'est aberrant? C'est que le Conseil constitutionnel, il ne proclame pas un président de la République. Le Conseil constitutionnel, il proclame le vainqueur des élections présidentielles. Donc quand on voit la 2e décision du Conseil constitutionnel, ça montre juste l'absurdité du système. Comment un Conseil constitutionnel qui proclame un vainqueur à une élection présidentielle, bon, sous la pression de la communauté internationale, il se pose, il dit bon, ben, je proclame Ouattara président de la République. Mais Ouattara n'a pas eu la constitution ivoirienne. Quel article? Dans quel article il est dit que le Conseil constitutionnel proclame? Le Conseil constitutionnel ne proclame pas un président de la République parce que c'est le peuple qui décide qui est élu. Le Conseil constitutionnel ne fait que constater qui a gagné les élections présidentielles. Et le Conseil constitutionnel l'a fait. Il est important de revenir là-dessus parce qu'on veut trop éluder cette question-là en disant bon, la question de qui a gagné, c'est passé. Ce n'est pas passé, hein. Ce n'est pas passé. Si on est là, c'est parce que ce n'est pas passé. Ils vont pas baisser la tête, tourner le regard, dire tout ce qu'ils veulent là. Laurent Gbagbo a gagné les élections présidentielles en 2010. C'est ce qui restera
décisions du Conseil constitutionnel. Parce que je défie n'importe quel juriste de me soutenir le contraire à l'examen des deux décisions. Qu'on ne doute pas les Ivoiriens, qu'on ne fasse pas insulte à notre intelligence. Nous là, on connaît papier comme les blancs, non? Bon. Merci à vous. Donc, soyez fiers de nous et disons, et je vais vraiment vous entendre dire, aujourd'hui là, on est tous Laurent Gbagbo. Merci à vous. Maître Abidjan Touré. Merci. Une gestion transparente des élections dans nos pays. Or, ce n'est pas du tout le cas. La France, souvent, elle nous maintient des dictateurs au pouvoir. L'exemple du Tchad est un exemple édifiant. Idriss Déby, aujourd'hui, est devenu l'allié de la France parce qu'il détient une armée forte. Donc, au niveau du Tchad, on peut laisser tous passer les violations massives des droits de l'homme, la confiscation du pouvoir par un clan, mais Hollande, Sarkozy et les autres s'en moquent effectivement du sort du peuple tchadien. C'est pourquoi nous sommes ici pour interpeller effectivement que la France cesse sa politique dangereuse dans nos pays africains. À partir de la Côte d'Ivoire, il faut que Laurent Gbagbo soit libéré pour que effectivement les Ivoiriens reviennent à la souveraineté nationale, pour que les Ivoiriens reviennent à la souveraineté internationale telle qu'il a été admis. Merci à vous tous. Makaila Ngebla du Tchad. La terre et la tricot. Ouyuna, là où la terre et la tricot. Saïba au Tibonalo, nous on est venu au Maraba au Tibona. Saïba au Tibonalo, nous on est dépaillé Maraba au Tibona. Yes, Adiana, Tibonalo, Sadiana. C'est comme un combat, c'est comme un combat, c'est pas qui plaît, il est cité. C'est comme un combat, Paris pour Paris, il est cité. C'est comme un combat, Abou Kali, il est cité. C'est comme un combat, écoutez Sali, c'est comme un combat. Zizou Mawa, c'est comme un combat. Ça ne va pas que moi, il est cité. C'est comme un combat. Oui, il est cité. C'est comme un combat. Oui, il est cité. C'est comme un combat. C'est pas il est cité. Alors, chers compatriotes africains, parce qu'on m'a dit que c'est une marche panafricaine, alors quand j'ai été invité, j'ai dit je viens parce que partout où on parle d'Afrique, j'arrive parce que l'Afrique c'est d'abord ma patrie. Alors, je suis là aujourd'hui avec vous pour lancer un message et pour donner un signal fort. Pour donner un signal fort, un signal d'unité nationale, un signal de réconciliation. Je voudrais donner ce signal de réconciliation pour montrer aux Ivoiriens qu'aujourd'hui nous sommes unis. Nous sommes unis et qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire et que ce problème c'est Alassane Dramane Ouattara. Je voudrais dire aux Ivoiriens que le seul problème aujourd'hui que nous avons a un nom, c'est non. Mais ce ne sont pas des modifications qui ont été faites pour un individu ni contre un individu. Ce ne sont pas des modifications qui ont été faites pour qu'un individu se perpétue au pouvoir. Alors nous disons oui
On peut faire des modifications de constitution, mais on ne peut pas faire des modifications de constitution pour un individu, pour qu'il reste au pouvoir, pour qu'il maintienne un système dictatorial contre un peuple. Voilà donc la première vérité que je voulais soumettre. J'appelle Michel Babo, nous discutons. J'appelle Damana Picasse, nous discutons. J'appelle les autres camarades avec lesquels nous sommes dans une coalition, la nouvelle coalition pour changer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes ensemble, comme des frères, comme des sœurs. Mais où est le problème? Le problème, c'est que Alassane Ouattara ne veut pas que les Ivoiriens s'unissent parce qu'il profite de la division pour maintenir un système de vol, de pillage de ressources, un système pour enrichir son clan, sa famille et ses amis qui sont en Occident. Alors, ce sera une erreur si nous restons dans la division. Ce sera une erreur si nous continuons de nous battre entre nous, alors que nous leur laissons la place pour nous voler, nous maintenir dans la pauvreté, nous maintenir dans un système qui est inacceptable. Il faut l'unité. Cette unité est faite autour d'une nouvelle charte. Nous avons mis en place une charte et c'est avec cette charte que nous irons au combat désormais. Quel est le contenu de cette charte? Nous avons dit, nous ne sommes pas d'accord pour que des fils du pays soient en exil. C'est écrit noir sur blanc dans la charte. Nous ne sommes pas d'accord pour que des fils du pays soient déportés. C'est écrit noir sur blanc dans la charte. Nous ne sommes pas d'accord pour que des fils du pays soient en prison en Côte d'Ivoire pour leur opinion. C'est écrit noir sur blanc dans la charte. Et donc, avec le FPI d'Aboudraman Sangaré, pas le FPI d'Afinguessan, mais avec le FPI d'Aboudraman Sangaré, nous allons mener ce combat ensemble pour la libération totale de la Côte d'Ivoire. Camarades, je voulais vous remercier et vous dire que désormais nous sommes un pour le combat. La réconciliation est faite avec mon frère Charles Blegoudé. La réconciliation est faite avec notre frère et notre père Laurent Gbagbo. Et désormais, les fils et les filles de ce pays sont un pour un nouveau combat, qui est le combat de la libération de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Française depuis les pseudo-indépendances de 1960. C'est ça le cœur de la France-Afrique. C'est au sein des institutions de l'État français ce complexe militaro-colonial qui sans cesse recommence sous des prétextes divers et variés à nier, à chasse gardée d'un seul pays, ni d'un autre d'ailleurs. Ne croyez pas qu'une domination américaine en avril 2011, parce que là aussi, qui sait dans la presse Abidjan, les colonnes infernales en pays bêté, en pays atier, que j'ai estimé les centres de torture, les camps de détention d'Alassane Ouattara. C'est tout ça un exemple parmi d'autres de la France-Afrique. C'est contre ça, et je regrette qu'il n'y en ait pas plus, non seulement de mes compatriotes, mais des partis qui les représentent, de Maître Abiba Touré, que c'est le contraire de cette fiction juridique qui est le système des Nations Unies. En principe, ce sont des États sur un plan d'égalité, malgré effectivement le Conseil de sécurité et des rapports internes inégaux. Chaque pays a soi-disant son indépendance, sa légitimité. Et bien c'est ça qui a été détruit, cette fiction juridique, en avril 2011. La Tunisie, anciennement appelée Ifriqiya, qui a donné son nom à l'Afrique. Donc désolé, vous ne pouvez pas changer l'histoire. Vous ne pouvez non plus en fait changer la géographie. Pour être honnête aussi avec moi-même et avec tout le monde, je veux dire qu'aujourd'hui je suis là, c'est pas pour soutenir en fait ceux qui sont les dirigeants de pays africains, non plus ceux qui ont été dirigeants de pays africains, mais je suis là pour soutenir
mon peuple africain dont je fais partie et violer les constitutions de leur peuple. Ils étaient contre la volonté du peuple africain. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour appeler au respect de notre constitution, de constitution du peuple africain et pas pour soutenir vraiment les dirigeants. Et puis, je passe en fait aussi le message aux anciens colonisateurs pour dire qu'aujourd'hui l'Afrique est libre. Aujourd'hui, l'Afrique est indépendante. Et on en a marre de ce sens de paternalisme. Laissez le peuple africain prendre son chemin. Laissez le peuple africain choisir son destin vers l'union, vers le développement, vers la liberté. Merci. Même le maître des lieux, Émile Bougadoudou, le maître du gouvernement. Ne touchez pas mon pays, ne touchez pas notre patrie, ne touchez plus à ce pays, ne touchez plus à ce pays-là. Je suis
de sciences politiques. Je parle sous le contrôle du professeur Gali qui s'est exprimé avant moi. Nous avons assisté à un coup d'État permanent. C'est un concept nouveau qui a duré de 2001. Je parle de l'épisode de la Mercedes noire, pour ceux qui connaissent, jusqu'à 2011, qui constitue l'épilogue tragique du coup d'État le plus long de l'histoire. Un conglomérat de soldats perdus ou de supplétifs qui sont payés pour saigner leur propre peuple. On appelle ça une armée patriotique. Les Africains y ont droit. Les Africains ont droit enfin à la maîtrise de leur propre système éducatif. Il ne sera être question de formater des Africains et de leur donner des diplômes de complaisance que moi j'appelle des certificats d'aliénation académique. Les hommes qui ont levé la voix pour dire que l'Afrique n'est pas ce qu'on a dépecé sur une carte à Berlin en 1884-1885. Parce qu'aucun représentant de l'Afrique n'était présent dans cette salle, à Berlin. Donc, ces pays que nous revendiquons, ces pays pour lesquels nous sommes prêts à nous tuer, nous entretuer, ces pays ont été conçus ailleurs qu'en Afrique. Donc, lorsqu'on parle du Bénin, on parle d'un espace où on a le droit de saigner le peuple béninois. Mais le peuple béninois, ce n'est pas seulement le Bénin. Sinon, je ne m'appellerai pas Kovi. En Côte d'Ivoire, vous vous appelez Kouévi. C'est le même nom. Donc, ce sont les mêmes peuples. Les peuples de Grand Bassam, les Nzima, ce sont les mêmes qui sont au Ghana, avec Kwame Nkrumah. Donc, Laurent Gbagbo, c'est d'abord le représentant de la résistance ivoirienne, mais surtout panafricaine. Derrière Laurent Gbagbo, il y a tout un continent qui s'est mis en mouvement et qui s'est mis spontanément au chevet de cette Côte d'Ivoire qui est ensanglantée et endeuillée. Depuis que le 11 avril 2011, nous nous sommes réveillés en constatant que le ciel nous est tombé sur la tête. Il y a eu des mouvements spontanés partout en Afrique. Dans les faubourgs d'Accra, dans les faubourgs de Kinshasa, dans les faubourgs de Cotonou. Mais que revendiquent ces jeunes de Kinshasa, de Dakar? Parce que ce sont les enfants de Laurent Gbagbo qui se sont constitués en une lame de fond de mettre leurs ambitions, le peuple au service de leurs ambitions plutôt que leurs ambitions au service du peuple. Ils se sont discrédités. Et le vrai leader aujourd'hui, c'est qui? C'est celui que tout le monde veut aller voir à La Haye. Tout le monde, tous les candidats potentiels aux élections présidentielles font le pied de grue pour aller voir Laurent Gbagbo à La Haye. Quelle leçon devons-nous tirer de cela? C'est parce que, en fait, la solution à la réconciliation en Côte d'Ivoire se trouve à La Haye. La solution se trouve dans la cellule de Laurent Gbagbo. Je veux parler de la triade africaine, osirienne. Je veux parler du père Laurent Gbagbo, de la mère Simone Gbagbo, mais aussi de mon frère, le frère de combat Charles Blé Goudé. On a assisté à cette danse. Stanley est désormais seul, mais pas vraiment, parce qu'il est avec nous tous. Est-ce qu'on peut applaudir Stanley Koudou-Bradé? Stanley, est-ce que tu peux saluer, s'il te plaît? Merci beaucoup, mon frère. Merci d'être venu. Jacqueline Chamois, à la moment de... Tapi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un avocat. Il est conseiller chargé des questions juridiques du président Laurent Gbagbo. Et il fallait qu'il soit là, parce que le 11 avril, c'est aussi une date pour le président Laurent Gbagbo. Mettez Tapi sur vos ovations, s'il vous plaît. En 5 minutes, mettez Tapi, conseiller juridique de Laurent Gbagbo. International, parce que j'ai respecté la constitution de mon pays. Tels étaient les propos du président Laurent Gbagbo le 28 février 2013 face à la Chambre préliminaire
lors des chartes de confirmation. Alors, quel paradoxe? Parce que quelqu'un respecte la constitution de son pays, qu'il est détenu. Est-ce qu'on peut un seul instant imaginer qu'un président français soit détenu parce qu'il a respecté la constitution française? Non. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant qu'un président américain soit jeté en prison parce qu'il a respecté la constitution américaine? De toute évidence, non. Et j'en passe. Tous les grands du Conseil de sécurité, idem. C'est pourquoi, chers amis, au nom de mon client, le président Laurent Gbagbo, je voudrais vous demander d'emprunter toutes les voies légales possibles, d'utiliser tous les moyens légaux possibles, de poser tous les actes légaux possibles susceptibles de conduire à la libération du président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. C'est pas trouvé. Est-ce qu'il y a les Aoulama ici? Est-ce qu'il y a les Aoulama ici? Aoulama est monté ici là. Juste à l'idée. On applaudit, on applaudit, on applaudit, on applaudit, on applaudit. On a tout dit, on a tout fait, on a tout créé contre le président. On dit qu'il a détourné tout l'argent de son pays. On dit qu'il a tué pour la jeunesse de nous. Après 2 ans, après 2 ans de prison, on peut nous annoncer que les preuves sont insuffisantes. Welcome to what you do. Dans ce pays, dans ce pays, international, communauté internationale. La honte a cassé des yeux, la honte a déshonoré. Il a accusé les guerres, mais ça n'a jamais tué. Alors, bouchez, libérez Gbagbo, Gbagbo Laurent, le fils de maman, libérez la président. Il a eu tout ça, si tu l'as détourné, libérez Gbagbo, libérez la président. Tu l'as arrêté.
Voilà, l'introduction est toute faite maintenant.